avec nous et bonne fin de semaine à l'écoute des programmes de la radio africaine. Vous l'avez attendu tout au long de cette semaine avec les grèves de transport et le temps qui faisait un peu des siennes. Mais bon, on va profiter du soleil ce jour et des températures agréables avant le retour des précipitations. Oui, c'est ce qui est prévu par Météo France notamment. Merci de nous rejoindre, c'est vendredi. Nous sommes le 10 juin 2016, une émission spéciale. Tout à l'heure, nous recevrons des invités. Donc c'est une émission spéciale combattant avec notamment la participation de Rex Kazadi qui sera avec nous sur le plateau à partir de 11h. Et puis nous aurons également, entre autres, l'artiste JB Mpiana au téléphone en direct de Kinshasa. Nous rejoindra donc le journaliste spécialiste Patrick Boyo tout à l'heure avec notamment le rappeur Lou Grant également qui sera des nôtres et un autre combattant sur l'antenne d'Africa numéro 1. Avant cela, notre invité premier de la matinée, il est écrivain. Bonjour, merci de nous rejoindre sur l'antenne d'Africa numéro 1. Aïe Hila, vous êtes écrivain, originaire du Togo, mais vous vivez du côté de la Belgique où vous travaillez pour la Croix-Rouge. Alors vous êtes écrivain, mais plus précisément poète, nouvelliste et romancier. Vous êtes de passage à Paris dans le cadre du marché de la poésie de Paris et vous serez à la rencontre de votre public, de vos lecteurs ce jour au stand des éditions Langlois. C'est entre 15h et 17h. C'est bien ça ? Quelle présentation. On ne vous entend pas, excusez-moi, ça y est, c'est bon, le micro est ouvert, ça va ? Ça va, oui. Alors, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes venu nous parler un petit peu de votre passion pour l'écriture, je dirais même de votre passion pour la poésie. Vous êtes venu également nous parler de votre dernier ouvrage qui s'intitule « À l'ombre des jours heureux » que j'ai lu avec beaucoup de plaisir. On y reviendra tout à l'heure. Alors, vous êtes né à Lomé, au Togo. Vous êtes diplômé en philosophie et lettres. Vous êtes arrivé à l'écriture par la poésie, dites-vous. Vous êtes apparemment très tôt réfugié dans la poésie. Vous êtes un amoureux des écrits de Ronsard, de Victor Hugo, entre autres, c'est bien ça? Mon Dieu, quelle présentation. Oui, c'est bien ça, c'est bien ça. Vous me surprenez. Vous dites aussi que vous êtes né poète. Qu'est-ce que ça veut dire être né poète? Ah, mais ce n'est pas du tout prétentieux. Je tiens à le préciser d'entrée parce que dit comme ça, oui, ça peut paraître hautain, oui, mais voilà, c'est vrai, je dis souvent que je suis né poète parce que vous voyez, je suis né tendre et nostalgique. C'est-à-dire que les choses extérieures, à peine vues, suscite en moi des réactions de troubles que je me dois d'exprimer. Vous êtes un hypersensible? Oui. Hyper, oui. Si c'est un entretien vérité, je peux vous le dire. Je suis vraiment hypersensible. Alors justement, vos textes sont pour l'essentiel empreints de nostalgie. D'ailleurs, votre dernier ouvrage, À l'ombre des jours heureux, nous emmène dans les sentiers. L'ombre des beaux jours. L'ombre des beaux jours, pardon, nous emmène dans les sentiers de votre enfance, les souvenirs de votre enfance. On y reviendra tout à l'heure, mais vous avez publié de nombreux ouvrages. D'abord des recueils de poèmes, dont Les Lyres de septembre, c'est donc un recueil de poèmes par les éditions Chloé. Chloé Délices, c'était en 2008. Vous avez publié également Chants et Visions, c'est un recueil de poèmes également, édité par Edilivre en 2012. Et puis des nouvelles, Mirage pour Quand les lueurs s'estompent, oui. Aux éditions de l'Harmattan en 2012. Toujours aux éditions de l'Harmattan, L'Exotique, un primitif en Silésie, qui est un roman où vous abordez notamment la question de l'immigration, de l'exil, du déchirement, du détachement. Oui. Alors pourquoi tous ces sujets vous touchent comme ça? Pourquoi parler de l'exil, de la séparation, du voyage? Pourquoi ces thèmes? Oui, au fait, c'est que je m'intéresse à la vie, je m'attache à la vie. La vie en elle-même, c'est un voyage. Donc voilà, tout vivant, tout être vivant, tout homme se doit, homme ou femme, bien entendu, tout homme grand H se doit de parler de la vie. Et en parlant de la vie, on est obligé de parler du voyage. Et puis, ce qui m'a beaucoup touché en écrivant l'exotique, c'est ce regard-là qu'on porte sur l'autre. Ce regard étranger. C'est un peu votre vécu également que vous C'est mon vécu, c'est bien mon vécu. C'est l'histoire d'un Togolais qui quitte son pays pour la Pologne. Oui, c'est bien mon vécu, oui. Là, je parle de moi et il n'y a pas photo, je ne me cache pas, je peux l'avouer, je parle de moi. Et j'ai quitté Lomé et je suis allé en Pologne et je me suis rendu compte qu'en Pologne, j'étais noir. C'est la première fois que je me rends compte que je suis noir, au fait. Parce que quand moi je vois les autres, s'il s'appelle André, je ne vois que André. S'il s'appelle Edith, je ne vois que Edith. Sauf que eux autres, quand ils me voient, oui, voilà, on voit en moi un noir. Et ça m'a interpellé. Je me suis dit, mais tiens,
Ça, c'est un beau sujet. Il faut en parler. Alors, vous racontez votre isolement, les moqueries que vous subissez, parfois les insultes, mais avec quand même le choix de l'humour, de ne pas être grinçant, de ne pas être larmoyant, de ne pas vous plaindre, mais de dire, en fait, ils sont ignorants, en fait. C'est bien ça. C'est bien ça. Parce que ça ne sert à rien de s'énerver. Bah, j'ai passé un temps quand même considérable en Pologne, Combien de temps? près d'un an. Vous étudiez à l'époque? Non, j'étais parti en stage. Ouais. Et puis plus tard, j'ai enseigné. Et j'ai fait plein de choses là en un an. Mais si je devais passer mon temps à m'énerver, mon Dieu, ben, je pense bien que je finirais mal. Et du coup, voilà, il faut tout aborder avec philosophie. Et voilà, et se dire, écoute, voilà, ça coule sur ta carapace à toi. Et même si tu n'en avais pas, il faut se forger une carapace, vite fait. Ça fait partie du système, je ne sais pas, de l'adaptation, en fait, Oui. à un phénomène nouveau. Et il faut s'adapter, et puis voilà, ça glisse, et puis la vie continue. Et vous dites éviter de céder à la colère, ne pas être revanchard, ne pas avoir de rancune et surtout réaffirmer la fierté de son identité africaine. Donc pendant ces moments où personne ne sait, voilà, tout le monde nous regarde, il y a beaucoup d'interrogations sur ce qu'on est, se dire moi je sais d'où je viens. C'est primordial. Parce que si vous ne savez pas d'où vous venez, ou si vous le savez et que vous ne le faites pas savoir aux autres, là, c'est que vous êtes perdu. Oui. Et une fois que vous êtes perdu, mais ça va de soi, vous n'existez plus. Et quand vous n'existez plus, mais les autres ont le droit de dire tout ce qu'ils veulent de vous. On vous multiplie au fait par zéro. Et c'est là, c'est dangereux, c'est grave. Alors écrire, ça vous a permis de combler, enfin d'oublier, en fait, de masquer un petit peu cette réalité que vous viviez. Naturellement. Oui. Naturellement. Parce que je me souviens, je ne portais pas un carnet sur moi. Mais à chaque fois que je rentre, je me dis, mais je vide ma tête. Et puis voilà, qu'est-ce que j'ai subi comme moquerie, qu'est-ce que j'ai subi comme remarque. Oui. Et puis je mettais tout sur papier, histoire de ne rien oublier plus tard. Donc voilà, ben, je me suis servi de ces histoires-là pour pouvoir sortir, je peux dire, de ce carcan qui, franchement, peut être délétère pour ma personne. Oui. Oui. Alors, dans un autre de vos ouvrages, Mirage, quand les lueurs s'estompent, que je n'ai pas lu, hein, qui est paru en 2012 chez l'Harmattan, vous parliez également des questions de l'exil. De l'exil, oui. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'était? Vous pouvez nous raconter un peu? Ben, ça, c'est un sujet d'ailleurs, qui est toujours d'actualité et qui, à l'époque, m'avait vraiment touché parce que, au fait, c'est un recueil de 5 nouvelles. Oui. Et toutes ces 5 nouvelles-là sont des histoires vraiment vécues. C'est des histoires vécues, heureusement, pas par moi, mais par mes proches, des gens que je connais. Oui. Et puis, je me dis, mais tiens, si autour de moi, il y a 5 personnes qui vivent ça, oui, là, je ne parle que de moi. Et quand je prends la terre entière, quand je prends mes amis, mes connaissances, combien sont-ils ceux-là qui connaissent et qui subissent les mêmes histoires? Donc, je dis, mais ça peut être un sujet général. Et je pense bien ça l'est, et ça l'est encore de nos jours, mais il faut en parler. Il faut en parler pour conscientiser les gens parce que aujourd'hui, à l'heure où nous sommes, Oui. il y en a encore qui pensent, et c'est dommage, que l'Europe, ou en général l'Occident, c'est un pays où coule le lait et le miel. Mais oui, mais oui, mais oui. Il faut en parler. C'est vrai, c'est un peu dur à dire parce que vous me voyez là maintenant aller en Afrique ou je ne sais pas où. Vous y retournez souvent? Mais j'y vais souvent. Je dis souvent que mon rendez-vous annuel, c'est septembre. Donc, chaque septembre, je suis à Lomé chez moi. Oui, je me dois d'y aller parce que pour plusieurs raisons que je ne vais pas citer, ce ne sont pas des secrets, bien entendu. Oui, 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 oui. Bon, je peux le dire, je peux profiter pour le dire. Oui. Parce que en septembre, pourquoi? Parce que je suis Mina du Togo. Oui. Et au Togo, chez nous, le nouvel an Mina, c'est en septembre. D'accord. Oui, ça fait un. Et puis de deux, une partie. Je pense, oui, une partie de la rentrée littéraire au Togo, ça débute en septembre. D'accord. Donc, je profite pour faire d'une pierre deux coups. Et aussi, sans oublier qu'il y a la famille. Ah, maintenant, d'une pierre, 3 coups. Voilà. Alors, quel accueil ont eu vos ouvrages au Togo? Ah, mais au Togo, oui, j'ai un lectorat quand même dense et conséquent. Oui. Oui, je suis beaucoup suivi à Lomé. Et à chaque fois que je rentre, je suis souvent surpris d'ailleurs. Les gens me présentent mes ouvrages. Je dis, mais tiens, bon,
qui sont publiés ici, qui ne sont pas sur le marché loméen et qui sont très chers déjà pour le lecteur lambda à Lomé. Oui. Mais bon, je remarque que voilà, il y a des gens qui viennent souvent à moi pour se faire signer les livres. Je dis, mais tiens, tu l'as eu comment? Bon, j'ai demandé à un oncle, à un ami, à un frère, à une cousine, à une tante. Elle me l'a ramené, il me l'a envoyé. Donc voilà, je suis beaucoup lu à Lomé, c'est vrai. Notre invité est Aïe Hila. Il est écrivain togolais, je prononce bien votre nom, j'espère. C'est bien ça. Poète, nouvelliste et romancier. Il est de passage à Paris dans le cadre du marché de la poésie de Paris. Rendez-vous place Saint-Sulpice si vous voulez venir à sa rencontre au stand des éditions Langlois. C'est ce jour de 15h à 17h. On va se retrouver juste après la pause publicitaire, si vous voulez bien, pour parler de votre dernier ouvrage. Pas le dernier. C'est pas le dernier. Le dernier en date. Le dernier en date, donc votre dernière parution, on peut le dire comme ça. D'accord. À l'ombre des jours heureux, votre dernier livre. L'ombre des beaux jours. Des bons jours. En fait, j'ai mal écrit sur mon papier. Ah, vous d'accord. plongez le lecteur dans les souvenirs des sentiers de votre enfance. Donc, on vous retrouve pour en parler dans un instant. Bougez pas. Paris Africa Connexion, Africa numéro 1 avec Aïssa Diab. Sur Africa numéro 1. Togolaise Bella Bello sur la radio africaine. C'est un peu le nostalgique qu'il y a au fond de vous qui a demandé ce titre, qui voulait l'entendre. Je m'adresse à vous, Hila. Oui, à la fois le nostalgique, à moi qui demande à entendre cette chanson, et aussi ça cadre très bien avec l'ombre des beaux jours. Parce que c'est une chanson qui chante, qui vante le mérite du bercail, du lieu natal. Et donc, comme vous savez, il n'y a pas mieux, enfin, à mon niveau, il n'y a pas mieux dans la discographie togolaise pour parler de ce livre. Voilà. L'ombre des beaux jours, justement, c'est votre dernière publication. C'est un récit. Vous plongez donc le lecteur dans les souvenirs des sentiers de votre enfance. Cette époque remplie de belle naïveté et de charmants petits bouts d'innocence. À la recherche des plaisirs perdus, vous nous faites découvrir la paisible Pagala, la campagnarde, la broussarde, Pagala, mais Pagala, le bout de paradis, où le temps passe au rythme des bonheurs simples, les jeux d'enfance, la découverte de la nature, des hommes aussi. C'est un village où on aimerait aller s'exiler par les temps qui courent. Oui, mais vous savez, je ne sais pas si vous l'avez toujours été, mais en vous écoutant, mais vous devenez poète en parlant de moi.
C'est très intéressant. Oui, c'est vrai, Pagala est J'aime bien... beaucoup l'écriture aussi. Oui, Pagala est bien décrit, oui. Et vous venez vraiment de parler de Pagala comme je ne l'ai jamais fait moi-même. Et ça me fait plaisir, c'est vrai. Merci. Pas ce temps qui court, c'est vrai, c'est vrai. Il faut quand même... vous savez, le réel a eu lieu. Le réel a eu lieu. Et par sa représentation, on peut s'identifier vraiment et se réapproprier la place sociale qui est la nôtre. Donc, quand je vois ce qu'on vit aujourd'hui, voilà, le monde, il est devenu ce qu'il est. Et, ben, c'est presque un enfer. Et à côté, il n'y a pas si longtemps que ça, on vivait le paradis. Par exemple, à Pagala. Donc, ce paradis-là, on peut le réinventer. Vous savez, je me suis servi. C'est un paradis qui existe vraiment ou c'est un pays imaginaire? Non, ce n'est pas imaginaire. Pagala existe. D'accord. Et oui, c'est un petit hameau situé au centre du Togo. Il existe. Mais j'allais dire, j'en viens. Je me suis servi, vous savez, du mensonge, comme on dit, du mensonge littéraire pour créer le vrai. Oui. Oui, parce qu'il le faut. Mais il faut dire que j'existe. Et une fois que j'existe, j'ai un ancrage. Et me référence au livre, mon ancrage, c'est Pagala. Et si je ne dis pas que j'existe, je vous jure, je n'existerai pas. L'autre va parler à ma place. Et c'est pas bien. Oui, quand vous prenez les récits, par exemple. Moi, j'ai lu, je ne parle pas que de moi, tout le monde a lu la trilogie de Marcel Pagnol. Oui. Je ne parle pas de Marius, César et Fanny, non, mais par contre de la gloire de mon père, le château de ma mère et le temps des secrets. Oui. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout du château de sa mère? On s'en fout de la gloire de son père, on s'en fout du temps des secrets, de ses souvenirs d'enfance. Mais sauf qu'il a fait et ça nous a plu. Ouais. Je parle de Pagala, mais il m'appartient de vendre mon Pagala à moi. Comment rendre l'intime, on va dire, compréhensible et voilà, c'est vrai que ce sont des histoires intimes, mais comment faire pour qu'elles touchent, qu'elles intéressent l'autre? En gros, c'est ça le questionnement. Alors, vous racontez l'histoire du héros. On a l'impression que vous racontez que c'est vous, en fait. Il porte le nom d'Esso. Il vit à la ville et lors des vacances scolaires, il va au village avec sa sœur Nassira. C'est l'une de ses tantes, Nana, et le fils de celle-ci, Martien, qui porte bien son nom. C'est un personnage atypique. Alors, c'est un physiquement. Physiquement, oui. Mais même au niveau... parce qu'il est très intelligent. Oui, c'est un petit vieux, c'est un enfant en fait, mais qui est déjà vieux en fait dans sa tête, dans son comportement, qui est tout le temps souriant aussi et qui est très 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 intelligent et qui connaît beaucoup de secrets de la nature. Alors, vous racontez également les relations entre les hommes, la nature, les animaux. Par exemple, la scène de la tante qui rappelle ses chèvres à la nuit tombée. Oui. Et il suffit juste elle n'a même pas besoin de se déplacer. Elle est à la fenêtre de sa case. Elle fait quelques... Voilà, je ne sais pas ce qu'elle fait. Un bruitage. Un bruit. Et puis, les chèvres rentrent dans l'enclos. Et puis, le petit Esso, il est émerveillé. Il se dit, mais à Lomé, j'ai jamais vu ça. Pour rattraper les chèvres, il faut leur courir après pendant des heures. Oui. Et donc voilà, vos étonnements d'enfants de voir cette vie simple mais remplie. La solidarité aussi entre les villageois. Naturellement, oui. Elle est primordiale. Solidarité qui n'est plus à l'ordre du jour dans les capitales. Oui. Et on a l'impression que c'est un propos qui revient souvent dans ce livre. Oui, mais puisque vous savez, au plus on tend, entre guillemets, vers ce qu'on appelle aujourd'hui la civilisation, on oublie ce que c'est que les valeurs morales. Oui. Et la solidarité, c'est le fondement, c'est la base de toutes les valeurs morales que nous avons en Afrique. Pas que à Pagala, non. Dans presque toute l'Afrique. Enfin, pour l'Afrique noire, celle que je connais, oui, la solidarité est la base, la clé de voûte. Si vous voulez, le bombement, j'aime beaucoup ce mot, de tout ce que nous avons en commun et en partage. La solidarité. Mais aujourd'hui, dommage, elle tend à disparaître. Ça devient une valeur rare. Et c'est dommage. C'est dommage. Et d'ailleurs, vous travaillez dans le domaine de l'humanitaire, de la solidarité, parce que vous travaillez pour la Croix-Rouge. Oui, je travaille à la Croix-Rouge. Je suis dans l'humanitaire à la Croix-Rouge, oui. Mais c'est aussi une passion pour moi. Je disais il n'y a pas longtemps à une très grande amie à moi, Joséphine, je lui dis, mais écoute, je suis un homme heureux parce que je fais ce que j'aime dans la vie, l'écriture et travailler dans l'humanitaire. Il y a beaucoup d'empathie aussi chez vous. Vous observez beaucoup... les douleurs des autres, les douleurs de la société. Vous êtes, on pourrait dire, un poète, auteur humaniste. Je ne sais pas trop si c'est un compliment, je le prends. Si c'est une remarque aussi, je la prends. Mais comme je vous l'ai dit au début, c'est vrai que je suis né tendre et nostalgique.
tout ce que je vois, ça me travaille. Mais bon, c'est pas pour rien qu'on dit que les yeux sont la partie visible du cerveau. Et moi, mes yeux, je dirais, mes yeux, c'est presque tout mon cerveau. À chaque fois que je vois quelque chose, ça me travaille, ça me pénètre, et puis ça me secoue, ça m'agite. Et ça, c'est ce qui fait que je peux le dire, oui, je suis un être un peu tourmenté. Pas un peu, mais constamment tourmenté. Tout ce qui se passe autour de moi, ça me travaille. Un hyper sensible. Oui. Alors dans ce livre, il y a plein d'enseignements et c'est vrai que ce petit Esso va acquérir au fil des jours et de ses vacances beaucoup de choses qui vont le faire grandir. On parle d'apprentissage de la vie, la découverte également des soirées de contes et de légendes, parce que la tradition orale, vous en parlez aussi beaucoup. Oui, elle est primordiale. L'oralité, il nous appartient de la défendre. Oui. C'est vrai, aujourd'hui, c'est triste. Je le dis comme ça, c'est triste que moi, j'écris en français. C'est triste. J'aurais aimé écrire dans ma langue à moi. Il y aurait plus de profondeur dans... Naturellement. Parce que là, quand j'écris en français, je suis obligé de réfléchir en français, alors que je ne suis pas français. Mais si j'écris en mina, je n'aurais même pas à dépenser la moitié de l'effort que je fournis en écrivant en français. Et quand j'écris en mina, si j'arrive à écrire en mina, je suis sûr que je peux franchement coucher sur du papier la presque totalité de l'oralité que j'ai en moi. Ce qui est dommage, je n'arrive pas à le faire. Oui. Alors, vous vouliez également parler de vos prochains projets littéraires. Alors, quels sont ces projets? Les projets, je ne sais même pas par où commencer parce que la dernière fois, il y a quelqu'un qui m'a traité, mais je dis bien traité, il m'a dit que j'écris beaucoup plus vite que mon ombre. Je pense que c'est injurieux, mais je le prends pour un compliment. Mais vous voyez, j'ai à ce jour 3 projets littéraires, 3 projets d'écriture. J'ai un recueil de poèmes en prose, parce que je n'ai jamais publié un recueil en prose. Dommage que vous ne soyez pas venu avec l'un de vos poèmes. J'aurais aimé vous entendre lire l'un de vos poèmes. Ok, ce n'est pas grave. On aura d'autres occasions, ne vous en faites pas. Ok. Je viendrai louer une de vos pièces ici. Chaque matin, je vous lirai de la poésie, ma poésie. Très bien. Alors voilà, j'ai un recueil de poèmes en prose et j'ai aussi un recueil de nouvelles que j'ai entamé il y a un moment. Il suffit de le reprendre, de le retravailler. Et aussi, j'ai un autre récit. Mais je ne veux plus faire le même plan que celui-ci. Je veux plutôt un récit un peu romancé pour toucher beaucoup plus de public. Oui. Alors, donc, d'ici peu, il y aura un qui sortira. Alors, je suppose que vous demandez également à votre public de venir vous rencontrer tout à l'heure aux éditions Langlois. C'est donc de 15h à 17h, c'est à Paris, place Saint-Sulpice, dans le cadre du marché de la poésie. C'est bien ça. Ouais. Et je les attends nombreux. Alors, peut-être un petit message personnel. Je sais qu'il y a une personne à laquelle vous êtes très attaché qui vous écoute sur le continent. Sur le continent, je pense à ma grand-mère, je pense à mon père, je pense à ma mère, à mes frères et sœurs, et à Joséphine, mon ange gardien, qui naturellement n'est pas sur le continent africain, mais ici en Belgique, en Europe. Un dernier mot aux auditeurs qui nous écoutent? Un dernier mot, j'ai eu peur. Un dernier mot aux auditeurs qui nous écoutent. Oui, parce que voilà. Mais quand on me demande de dire un dernier mot, je dis, mais non, mais j'ai encore du temps à passer sur Terre. Donc, un dernier mot pour les auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui, oui. Je leur dis merci et voilà, écoutez, L'ombre des beaux jours, il est paru aux éditions Cana à Paris. Et comment on fait pour se le procurer? Justement, il suffit de taper soit le titre de l'ouvrage ou de taper Aïhila. Et sur le moteur de recherche, il est disponible en ligne. Ou on se rend à Paris, à la librairie Galerie Congo. Oui, il est disponible en objet physique et on peut le toucher, l'acheter et le dévorer comme il faut. L'ombre des beaux jours, c'est un récit de Aïhila qui est notre invité. C'est paru aux éditions Cana. Merci beaucoup d'être venu nous rendre visite sur l'antenne d'Africa Numéro 1. On vous souhaite bon vent, à très bientôt. C'est moi qui vous dis merci.